Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Préparez-vous car est-ce que vous allez passer l'hiver? Quand je dis passer l'hiver, c'est pas forcément dans l'expression, dans le sens propre du terme, mais plutôt dans le sens figuré. Ça veut dire, est-ce que votre petit monde, votre petit univers, votre petite société, votre petite vie quotidienne ne risque pas de subir une altération du fait de certaines situations et de certains contextes en évolution sur le plan politique et géopolitique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, maintenant que le midterm aux États-Unis est passé, maintenant que nous savons à quoi nous en tenir, quelle va être l'évolution? Eh bien l'évolution, si on regarde de façon globale, on se rend compte qu'il y a un endroit où ça va coincer. Et cet endroit, c'est là où vous êtes, vous qui me regardez, c'est-à-dire l'Europe. Aujourd'hui, force est de constater que l'Europe est en roue libre, l'Europe est gérée par des gens qui à l'origine avaient un plan bien précis de fédéraliser l'ensemble des pays européens, échec total, puisqu'ils n'ont pas réussi à détruire les États-nations, et de fait, il va y avoir une accélération. Cette accélération, elle va certainement subvenir de façon locale, suivant un certain nombre de problèmes sociaux, économiques, ethniques, religieux, culturels, civilisationnels. Petit tableau rapide, on a accepté un flot migratoire d'Ukraine, des Ukrainiens qui veulent échapper à la guerre, sauf que les Polonais se rendent compte qu'il y en a certains qui n'ont pas l'intention de repartir, comme également en Allemagne. Nous avons la crise des migrants, qui elle continue, qui est une crise organisée, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, et donc on va débarquer sur l'Europe des populations qui à l'origine vous sont présentées comme étant des chances économiques pour l'Europe, parce que ça va permettre d'augmenter une démographie catastrophique de certains pays, voire permettre d'augmenter la capacité de pouvoir mettre, dans le meilleur des cas, un panel fiscal adéquat. Je m'explique. Si l'Union européenne aujourd'hui, je crois que c'est 800 millions d'habitants, si vous déversez de l'immigration, si vous les légalisez, ces gens rentrent alors dans le cadre de la démographie de chacun des pays, et donc vous augmentez la population, donc vous réussissez à répartir et à diluer la dette sur non plus 800 millions, mais peut-être 850 millions, 900 millions, etc. Après, s'il y a des problèmes sociaux à l'intérieur des pays, parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, ou vous avez des migrants qui sont sous-qualifiés, ou vous avez des migrants qui, en réalité, ne vont pas s'intégrer économiquement, socialement et culturellement à nos pays, ça, à la limite, ils s'en branlent. C'est pas leur problème. Au contraire, ça va servir à l'intérêt. L'intérêt de mettre le chaos dans certains pays, mettre le chaos dans certains pays nordiques, en France, en Espagne, en Italie, et permettre au gouvernement qui sera en place, avec un petit peu de chance, eh bien, de leur permettre d'avoir l'opportunité de durcir les lois, d'installer des lois de sécurité, des lois sécuritaires, voire des lois liberticides. Je l'ai déjà expliqué, pas besoin de vous refaire le dessin. Sauf que le problème, si on veut essayer de provoquer des conflits internes au sein même des pays, c'est-à-dire, en gros, des gens qui vont commencer à s'entretuer, est-ce qu'on va avoir la capacité de rétablir l'ordre? Par, évidemment, la présence police, de CRS, renforcement peut-être de ces polices et de ces CRS, tout du moins, de tout ce qui peut éventuellement faire de la répression. Là, ça coince. L'usage de l'armée. On nous a entendu dire que des militaires auraient dit que oui, de toute façon, si on reçoit l'ordre de tirer sur les Français, eh bien nous tirerons sur les Français. J'ai envie de dire que non. La grande majorité des soldats français en ont déjà plutôt ras la casquette des conneries du gouvernement,
Donc la majorité des soldats, en règle générale, ne seront pas là pour tirer sur les Français. En revanche, par contre, ils pourraient éventuellement être écartés et on pourrait éventuellement utiliser et intégrer dans l'armée française des gens qui ne sont pas français ou qui ont été naturalisés français, mais qui à l'origine, de par leurs origines, n'auront aucun scrupule et aucune honte à tirer sur des Français. Je rappelle que c'est un des principes qui consiste à faire venir de l'étranger des gens pour être utilisés pour faire de la répression, et faire de la répression brutale, violente, voire même peut-être tuer des gens, etc. Mais à la limite, ils en ont rien à foutre parce que ce ne sont pas leurs compatriotes. D'accord ? Vous avez également, donc comme je vous l'ai dit, les Polonais qui commencent un petit peu à gueuler parce qu'ils se rendent compte que les Ukrainiens n'ont pas l'intention de rentrer chez eux. Vous avez dans certains pays de l'Est des problèmes de sécurité, qui plus est des pays dans lesquels il y a encore une certaine idéologie, une certaine culture, que si nous les appliquions en France, vous auriez des manifestations tous les week-ends, des mouvements LGBT, des mouvements féministes, des mouvements antifascistes, etc. Mais on s'en est accommodé, c'était culturel. Je ne parle même pas des mafias. Et là-dessus se rajoute, cette fameuse guerre en Ukraine. Cette fameuse guerre en Ukraine, où les Européens ont suivi la politique de Washington de faire des sanctions contre la Russie, sauf qu'aujourd'hui, force est de constater, et je vous mettrai la vidéo de Trouble Fête qui vient justement de sortir une vidéo sur ce sujet, on se rend compte que les sanctions, eh bien certaines d'entre elles ont été assouplies, et que certaines d'entre elles qui n'ont pas été assouplies sont en train de tuer, de détruire le tissu économique industriel européen. Aujourd'hui, sur certains plateaux de chaînes plus particulièrement économiques, etc., défilent des gens qui disent « Attention, on est en train de mourir, attention, de par les sanctions russes, on n'a pas assez d'énergie, et le fait de ne pas avoir assez d'énergie, on ne peut pas fermer, ne serait-ce que 15 ou un mois, une usine, parce que vous avez des composés où ces usines ont besoin d'être 24 heures sur 24 alimentées en énergie et doivent fonctionner 24 heures sur 24 sur certains outils, parce que sinon, si ces outils vous les coupez, si vous voulez, c'est un peu comme quand vous voulez avoir du beurre liquide. Le beurre liquide, vous êtes obligé de le mettre dans un bain-marie. Si vous retirez l'eau du bain-marie, et vous allez cramer vos supports et vos conteneurs de beurre. Vous êtes obligé de couper l'électricité du système de chauffage. Sauf qu'au bout d'un moment, votre beurre, il durcit. Et là, vous n'avez plus de beurre liquide. Eh bien, dans les industries, c'est la même chose. La seule différence, c'est que certaines machines, si vous les laissez éteintes, les restes de composés qu'il y a pour transformer, pour ces machines de transformation, donc tous les aciers, tous les métaux liquéfiés, le reste va se solidifier et vous allez foutre en l'air tout votre matériel industriel. Ah oui, non mais ça, évidemment, personne n'y a pensé. Des sanctions énergétiques, alors surtout n'achetez pas le pétrole russe, le gaz russe, etc. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que parce qu'on n'a pas réussi à trouver des substituts ou insuffisants, ou parce que le GNL américain, on n'est pas équipé pour pouvoir débarquer le GNL, le regazéifier par des installations qui sont insuffisantes en Europe. Donc du coup, oui, les Américains nous ont vendu leur GNL, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les capacités matérielles, techniques, industrielles, pour le recevoir, le déliquéfier et l'envoyer dans les tuyaux européens. Donc c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, fameuse Union européenne, où beaucoup de pays, en réalité aujourd'hui, sont en train de se faire une petite guerre à celui qui va réussir à signer le contrat d'exclusivité pour avoir le gaz de certains pays africains, le gaz de certains pays arabes du Moyen-Orient, etc. Ou sinon, racheter à l'Inde, au Pakistan, à la Chine, à la Turquie, mais un gaz qui en réalité est un pétrole qui vient de Russie, mais qu'on paye 3-4 fois plus cher.
Bravo l'Union européenne. Bravo. Excellent. Mais l'Union européenne, c'est la paix. Et quand on milite pour la paix, eh bien, il faut sanctionner les pays méchants. Ouais. Mais en sanctionnant la Russie, eh bien, vous sacrifiez le bien-être, vous sacrifiez la sécurité énergétique de vos compatriotes et de vos concitoyens. Elle n'est pas magnifique, la vie. Donc, là aujourd'hui, vous avez des tissus industriels qui sont menacés. Vous-même, vous n'êtes pas sûr peut-être de ne pas avoir des coupures d'électricité cet hiver. Vous-même, aujourd'hui, vous le voyez, par la raison écologique, pour lutter contre le réchauffement climatique, on est en train de vous préparer un monde où il vous sera interdit de faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez normalement la liberté de faire, mais parce que vous avez dépassé votre quota carbone, mais parce que vous n'avez pas été gentil, mais parce que vous avez eu un propos séditieux, eh bien, on va vous couper le jus. On va vous couper même l'accès à votre argent. La Garde vient d'annoncer qu'elle va faire une proposition de loi à Bruxelles pour la mise en place d'un euro numérique. Donc vous êtes dans la merde. Vous êtes d'autant plus dans la merde que la situation ne va pas s'améliorer, que la guerre en Ukraine traîne, et que ça, en règle générale, les guerres qui traînent, ça, vous le savez, les Américains, ils ont fait l'expérience, ça leur a coûté un pognon, mais monstrueux. Vous croyez que les États-Unis vont être solidaires avec l'Europe? Non. Déjà, les États-Unis font en sorte de commencer à vous tenir par les couilles. Et le jour où les États-Unis seront peut-être dans une situation qui commencera un petit peu à, elle aussi, être en déliquescence, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Parce qu'il va se passer, c'est que les États-Unis d'Amérique vont pousser l'Europe à aller au front. Et finalement, tirer la chasse d'eau. Et une fois que les États-Unis et Washington auront tiré la chasse d'eau de l'Union européenne, eh bien là, les Américains, tout à coup, vous déboulez en Europe. Et vont créer une sorte d'autre chose, une sorte d'intégration. Pourquoi pas utiliser l'OTAN, par exemple, pour mettre la main mise encore plus importante, encore plus renoncée sur les pays européens. Donc c'est pour ça. Vous allez être sacrifiés. L'Europe va être sacrifiée. Les pays européens ne vont plus devenir que des pays de tourisme, avec du patrimoine, avec des richesses locales, mais tous les tissus industriels qui servent à permettre de faire travailler quand même une grande majorité de gens, de faire travailler une forme de prolétariat, et bien tout ça va disparaître. Le revenu universel, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas abandonné le projet. Comme je vous l'avais dit, quand Klaus Schwab prétend que 80% des métiers de service, de maintenance, bref, des métiers qui pourront être dématérialisés, 83% qui vont disparaître. Mais on continue à vous faire venir des migrants en Europe. S'il y a moins de boulot, mais qu'on mette plus de gens, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, dans un premier temps, des querelles, des conflits, des règlements de compte. Déjà, même dans les milieux criminels, au niveau de la drogue, ça commence déjà à s'entretuer pour piquer des territoires. Civilisationnel, c'est-à-dire on fait monter la température sur les différents culturels qu'il y a entre des Français ou des Européens et des Français ou Européens, mais issus de l'immigration, mais qui préservent certains principes, certaines traditions, qui sont parfois complètement en contradiction avec les lois même du pays dans lequel ils sont citoyens. Là, évidemment, le problème des musulmans qui prennent comme foi de vérité le Coran, et que le Coran possède des éléments politiques, et qui rentrent forcément en contradiction avec les lois de la République, surtout non, ne le dites à personne, que ça pose un problème éthique. Les conflits ethnico
religieux, qui se sont exportés avec ces vagues de migrants. Nous verrons des conflits entre les Maghrébins, les Arabes, les Turcs, des conflits entre des tribus africaines, des conflits religieux entre des musulmans et des juifs. Déjà le problème des juifs en France, ces juifs populaires qui habitaient dans certaines banlieues, alors surtout quand Zemmour en parle, alors là attention, c'est une catastrophe parce que c'est une réalité, mais c'est une réalité sur laquelle on avait mis un tapis, mais que Zemmour, de temps en temps, il lève le tapis. Non, non, chut, il ne faut surtout pas en parler. L'antisémitisme. L'antisémitisme qui sert d'argument politique pour attaquer l'extrême droite, alors que l'antisémitisme aujourd'hui n'est pas essentiellement de gens d'extrême droite, il est en grande majorité de gens musulmans. Attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas dit. Je ne dis pas que tous les musulmans sont antisémites. Mais les musulmans radicaux, les musulmans fanatiques, sont forcément antisémites. Et pourtant, on en a en France. Mais l'antisémitisme musulman radical, pareil. On a mis un tapis dessus. Parce que vous comprenez, quand vous avez des élus pour garder leur poste de maire, il y a certaines communes où ils sont bien obligés quand même de caresser dans le sens du poil la communauté musulmane. Et qui dit caresser dans le sens du poil la communauté musulmane, voire caresser dans le sens du poil une grande majorité de musulmans qui sont des modérés, etc., mais qui sont soumis à une doxa d'une minorité d'individus qui sont la représentation communautaire religieuse, et en règle générale, radicale. Mais c'est pas grave. On va faire des photos, on va participer à quelques événements, quelques cérémonies avec eux, on va leur serrer les paluches, en leur disant surtout, souvenez-vous, faites le prosélytisme pour ma réélection auprès de votre communauté. Chut, faut pas le dire. Et ça va s'accélérer. Pourquoi ça va s'accélérer? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, on est en train de voir quelque chose qui va poser un gros problème. Le prix du diesel. Le diesel, c'est ce qu'utilisent les camionneurs. Il faut savoir que près des 2/3 des marchandises qui circulent aux États-Unis circulent par la route. Donc si demain des supermarchés, des supérettes, des magasins ne sont plus alimentés parce que les camionneurs n'ont plus d'essence ou n'ont plus l'argent pour payer l'essence, le diesel en l'occurrence, nous commençons déjà à voir des phénomènes de pénurie. Mais elle n'est pas tellement prononcée. Elle est prononcée essentiellement sur certains produits. Mais encore aujourd'hui, dans les supermarchés, on trouve une grande gamme de produits, de diversité de produits. Même si certains produits, certaines marques ont déjà disparu. Ont déjà disparu parce que c'était des marques de qualité, mais vendues beaucoup trop cher. Et du coup poussant les Américains à se rabattre sur des produits beaucoup moins chers. Le transport aux États-Unis, c'est un nerf de la guerre, de l'économie américaine. Si demain le transport est pénalisé parce que il n'y a plus suffisamment de camions pour transporter les marchandises aux quatre coins du pays, ce qui est déjà un problème parce qu'ils n'ont pas assez de chauffeurs. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'hispaniques qui sont en train de passer leur diplôme, leur permis poids lourd, parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande, sauf que le problème, c'est que vous ne pouvez pas remplacer un quart d'un parc de chauffeurs expérimentés par des chauffeurs inexpérimentés. Donc forcément, ça pose parfois des problèmes logistiques, structurels, organisationnels, voire matériels. Parce que quand vous avez un jeune conducteur qui n'est pas expérimenté et qui se retrouve à aller dans l'Utah en plein hiver, ou dans le Dakota, ou dans le Colorado, s'il n'a jamais appris à rouler sur la neige, je vous laisse imaginer le tableau. Donc, si la situation s'aggrave petit à petit aux États-Unis, il est clair que l'État profond fera en sorte de ne pas se retrouver à devoir affronter les Américains autrement que dans le cocon idéologique politique dans lequel on l'a enfermé
depuis des décennies. Parce qu'à un moment donné, les Américains vont commencer à s'échapper. Et d'ailleurs, la participation de ce mi-terme n'a pas été exceptionnelle. Ce qui prouve qu'il y a des Américains qui se sont complètement détournés de l'intérêt de voter pour le mi-terme. À partir du moment où vous avez un désintérêt d'une partie de la population, ça veut dire que c'est une population avec un potentiel qui demain pourrait se retourner contre l'État. Idem en France. Si on réussit en France, et c'est d'ailleurs la même tactique aux États-Unis, à s'appuyer sur les populations urbaines, parce que, soyons honnêtes, les populations urbaines sont les populations qui sont les plus sensibles au confort. Donc si demain leur confort est menacé, c'est les populations qui peuvent demain éventuellement se retourner contre l'autorité. Sauf si on leur trouve un grain à moudre sur d'autres acteurs, sur des subalternes, sur des chimères. Et dans ce cas-là, on peut réussir à transformer cette population à l'avantage, c'est-à-dire mettre tout simplement une partie de la population contre une autre catégorie de la population. On l'a entendu. On a entendu des gens de la bourgeoisie, des gens de la classe moyenne aisée, commencer à dire que le pauvre est une menace. Le pauvre ne veut pas travailler, le pauvre est une feignasse. Même le président de la République, il nous a sorti cette phrase formidable, qui dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Mais bien sûr, pas de problème. Surtout quand vous continuez à envahir la France avec des migrants qui n'ont souvent pas de qualification, qu'il faut former. Alors, en effet, on va sortir de la généralité. Vous avez des cas d'école ou de migrants parce qu'ils veulent vraiment s'en sortir, parce qu'ils veulent vraiment gagner de l'argent pour envoyer leur famille. Donc, ils apprennent des métiers sur le tas, ou ils passent des diplômes, et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu cette affaire de ce boulanger, je crois, boulanger ou restaurateur, qui a réclamé à ce que ses employés soient régularisés, il semblerait qu'ils soient très contents de ces employés qui font du bon boulot. Donc là, oui, régularisons ces gens, parce que ces gens sont actifs. Mais le restaurateur, est-ce qu'il a réfléchi qu'une fois que ces personnes seraient régularisées, qu'il va falloir qu'ils payent les charges? Parce que, évidemment, les journalistes, quand ils font leur article, est-ce qu'ils ont posé la question, mec, mais comment vous faites pour les rémunérations? Est-ce qu'ils cotisent? Comment est-ce que des gens qui n'ont pas de situation régulière en France peuvent-ils cotiser? Alors attention, pareil, là je ne dis pas que tous les gens qui emploient des migrants en situation irrégulière ou qui n'ont pas de papier sont des criminels, sont des exploiteurs. Je pense qu'il y a une bonne humanité quand même chez ces gens de participer, de contribuer, d'aider des migrants à l'intégration dans le pays. Mais heureusement qu'on ne fait pas de statistiques pour savoir quelle est la proportion de migrants sur les 6 ou 1 an qui sont rentrés en France et qui ont trouvé un travail et qui sont satisfaisants et qui pourraient faire en effet d'honnêtes citoyens français. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Et pour cause. Parce qu'on serait peut-être trop surpris de se rendre compte qu'en réalité, on a plus tendance à récupérer des traînes savates que des gens qui ont la motivation de vouloir participer à l'effort économique du pays. Donnant. Et donc, tout ça, s'accumulant, on fait monter évidemment la mayonnaise, pour ne pas dire faire tourner la sauce au vinaigre. Parce que si aujourd'hui vous voyez dans les médias de plus en plus ces faits divers, comme je vous l'avais dit, ces faits divers, ils ont toujours existé. Même si vous regardez les statistiques du ministère de l'Intérieur, oui, il y a une augmentation. Mais l'augmentation, il y en a eu. Il y a eu même, je dirais, des augmentations à la fin des années 80, dans les années 90, et proportionnellement, aujourd'hui, on n'a pas une énorme augmentation comparée aux 20 dernières années, aux 30 dernières années. En revanche, on a beaucoup plus de violence
brutalité, barbarie, sauvagerie. Donc ça donne une intensité qui donne l'impression que, en effet, la délinquance, que les crimes, que les agressions, etc. ont augmenté, alors qu'en réalité, elles n'ont que très peu augmenté statistiquement. Mais en revanche, c'est l'impact émotionnel. Et en plus, quand vous avez des médias qui aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans ou 30 ans, par Internet, réussissent à aller dans les foyers avec ces informations, avec ces événements, eh bien oui, le phénomène et l'effet psychologique est impactant. Sauf que quand derrière vous avez un gouvernement ou l'État en général qui fait des choses mais de façon très ponctuelle, très souvent pour faire de la com, mais qu'en réalité ça ne résout pas le problème, qu'un jour on vous dit blanc et le lendemain on vous dit noir, qu'on vous fait un effet d'annonce et qu'en réalité 3 mois après vous vous rendez compte que c'était de l'effet d'annonce parce qu'en réalité le ministre de l'Intérieur a balancé une info, mais sans prendre en considération que son information n'est pas aussi simple, qu'elle dépend de procédures administratives, juridiques, qui finalement ne résout pas le problème. C'est le problème des fameux OQTF. OQTF, ce ne sont pas des décisions de justice, ce sont des procédures administratives. Des procédures administratives qui ont la possibilité à celui qui est mis sous un OQTF d'avoir des recours. C'est-à-dire qu'une personne qui reçoit un OQTF peut très bien rester encore 1 ou 2 ans, voire 3 ans en France, par ces procédures de recours. La technocratie. La technocratie, aujourd'hui, joue contre l'intérêt du peuple. Et on l'a bien vu. Surtout quand cette technocratie est influencée par des organismes privés, des sociétés de conseil. Est-ce que vous croyez que le gouvernement et l'État ont tiré les leçons de McKinsey? Non. Même si McKinsey a décidé de se retirer de la France, parce qu'elle se dit, oula, ça sent mauvais. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est étrange qu'il y ait des journalistes qui ne s'intéressent pas de savoir, mais quelles sont les sociétés qui ont remplacé McKinsey? Parce qu'il y en a toujours. Qui a réussi à faire en sorte, qui va attirer le bénéfice? À qui a profité le crime des révélations sur McKinsey? Si ce n'est peut-être une société concurrente, et qui aujourd'hui a pris la place discrètement, sans qu'aucun journaliste ne vous en parle. Donc, préparez-vous. Préparez-vous, si vous avez la possibilité, quittez les grandes villes. Si vous pouvez travailler sur Internet, en télétravail, etc., quittez les grandes villes. Si vous voulez protéger votre patrimoine, essayez d'acheter des objets de valeur. Vous pouvez éventuellement acheter de l'or, de l'argent, si vous pouvez. Acheter de la devise. Je pense qu'aujourd'hui, il ne sera pas négligeable si vous avez la possibilité d'acheter du dollar, avant que l'euro s'effondre. Parce qu'évidemment, si vous achetez $1 aujourd'hui, et que si l'euro continue à descendre en dessous des 90 centimes, eh ben vous aurez $1 qui vaudra plus cher que ce que vous l'avez payé. Ou d'autres devises. Certains conseillent la couronne suédoise, ou danoise, je ne sais plus. Le dirham aussi. Et puis surtout, dans le pire des cas, évidemment, faites des réserves. Faites des réserves pour lutter contre les éventuelles pénuries qu'il pourrait y avoir en Europe. Les réserves, c'est quoi? C'est évidemment des denrées qui ne sont pas périssables. C'est de la boîte de conserve, par exemple. Ou à la limite, faites vos conserves vous-même. Achetez des bocaux. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, aujourd'hui, les fabricants de bocaux ont le sourire. Parce que de plus en plus d'Américains sont en train de faire leurs propres réserves avec leurs propres produits qui viennent de leur propre jardin. Oui. Préparez-vous. Préparez-vous parce que je pense que les choses vont se dégrader. Lentement ou rapidement. Mais le fait est, c'est que cet hiver, ça va être un test. Cet hiver,
Nous allons voir si finalement nos gouvernements vont réussir à compenser, ou si au contraire, ils vont discrètement sacrifier le bénéfice énergétique de certains Français pour satisfaire les besoins des autres. Parce que pour satisfaire les autres, les villes en particulier, qui sera sacrifié? En priorité, évidemment, ce sera tous les secteurs où il n'y a pas d'industrie, où il n'y a pas d'hôpitaux, etc. Donc ce sont des villages de campagne, des zones entières qui pourraient demain voir des coupures régulières d'électricité pour faire du délestage. Et je vais terminer par quelque chose que j'ai découvert très récemment et qui prouve qu'en réalité, si on veut faire la promotion des énergies renouvelables, qu'en réalité, il y a derrière une arnaque. J'ai découvert que tous les gens qui se sont fait installer des panneaux photovoltaïques et qui, grâce à ces photovoltaïques, bon, je ne parle pas de la qualité, surtout si vous habitez dans le sud de la France, attention, n'achetez pas du matériel chinois parce que le matériel chinois a une fâcheuse tendance à chauffer et finalement de provoquer des incendies. Ou alors, à la limite, si vous voulez installer des panneaux solaires, ne les installez surtout pas sur le toit de vos maisons, mais installez-les plutôt dans le jardin, comme ça au moins si ça prend feu, vous risquez pas de perdre votre maison. Mais j'ai découvert que les gens qui ont des installations qui leur permettraient d'avoir une totale autonomie énergétique. Logiquement, vous êtes en train de penser, bah, au moins eux, ils ont l'avantage, c'est que si jamais il y a des coupures d'électricité, bah, ils ont toujours leurs panneaux solaires. Eh ben non, parce que figurez-vous que la loi a prévu et oblige que toutes les personnes qui ont des installations photovoltaïques doivent avoir un système de connexion à leur maison qui doit correspondre à des normes et à des règles, qui fait que si jamais vous avez une coupure d'électricité, vous ne pouvez pas utiliser vos panneaux photovoltaïques. Parce que vos panneaux photovoltaïques et le système est en fait connecté en amont de votre système branché à la grille électrique. Donc s'il y a une coupure d'électricité, à moins de faire une dérivation, ce qui est illégal, vous ne pouvez pas récupérer votre propre électricité pour votre propre maison. Le monopole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés qui ont des monopoles sur les énergies, même si c'est de l'énergie renouvelable, eh bien même si vous avez la possibilité d'acheter du matériel pour être autonome et finalement libre, eh bien en réalité vous ne l'êtes pas. Parce que votre installation, elle doit être conforme, elle doit être aux normes, et ces normes vous imposent que votre système doit obligatoirement alimenter en amont du système électrique général. Et qui fait que vous n'êtes en réalité pas autonome. Ou alors, comme je vous le dis, si vous réussissez par quelques compétences électrices à faire une dérivation, mais croisez les doigts pour qu'un technicien d'EDF ou d'Engie, etc. ne se rende pas compte que vous avez fait une dérivation pour pouvoir continuer à alimenter vos batteries et finalement avoir une totale autonomie énergétique. Voilà l'arnaque. Et je rappelle, pour ceux qui sont les fervents défenseurs des énergies renouvelables, aujourd'hui les énergies renouvelables ne compensent qu'à hauteur de 35% ce que le nucléaire produit. Donc ça veut dire qu'on est très largement en deçà de ce que certains prétendent de vouloir remplacer l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables. Ou sinon installer des photovoltaïques et des éoliennes partout en France, dans les campagnes, au large des côtes, etc. On inonde le territoire français. Je crois me souvenir que pour ne serait-ce que compenser la moitié, ne serait-ce que produire la moitié de ce que l'on produit en énergie nucléaire, il faudrait 14 000 éoliennes sur le territoire français. 14 000 ou 40 000, je crois. Je crois que c'est 40 000. 40 000. Ah, on est loin du compte quand même, hein.
Mais ça, pareil, de toute façon. Vous le voyez bien, hein, toutes les petites manifs, les petits soldats, les petites chairs à canon qu'on est en train d'envoyer dans des opérations de blocage de périph', de saccage de canalisation, d'arrosage de champs, les crétins qui viennent jeter de la soupe sur des œuvres et se coller la main au sol, sur des voitures, etc. Ça, c'est des gens qui sont... Officiellement, c'est des gens qui sont fragiles du haut, qui ne comprennent pas qu'en réalité, ce sont des gens instrumentalisés. Parce que déjà, leurs opérations ne servent à rien. Et deuxièmement, vu la conjoncture actuelle, vu l'humeur d'un certain nombre de Français, vouloir bloquer le périph', attendez-vous à ce que dans quelques jours, dans une semaine, etc., il y en a un qui finisse par péter un câble et qui va rouler sur un manifestant. Et peut-être le tuer. Et là, évidemment, là, toutes les pleureuses qui vont arriver. On vit un monde de dingue. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et soyez attentifs.